Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir notre très cher ami, le docteur Francis Martin, avec qui on a beaucoup travaillé, qui est un spécialiste du sommeil, à l'hôpital du Chantilly et au Jockey Club, si je me souviens bien. Alors, on va profiter de ça pour te dire qu'il va falloir aller au galop maintenant avec le Jockey Club pour pouvoir rattraper le retard. Cela étant, je voulais dire que Francis Martin est un expert du sommeil qui a beaucoup travaillé en Asie et a lancé toute la problématique sommeil au Vietnam avec l'association franco-vietnamienne de pneumologie. Également, dans sa qualité de nordiste, je crois qu'il a des relations très privilégiées avec la société STMRA depuis la fondation. À toi, Francis, merci. Merci Bernard pour cette gentille présentation. Bonjour à tous et merci. Je suis très heureux d'être ici à Djerba et de retrouver enfin, je dirais, nos vieux amis, vieux dans le temps, tunisiens et français, bien sûr. Et merci à tous pour ce beau congrès, cette belle organisation dans ce lieu extraordinaire. Merci. Alors donc, je vais vous parler de la... Je cherchais une peu... Voilà. Je vais vous parler de la PPC connectée. Alors quand on a commencé, il y a plus de 30 ans, Bernard et moi, à appareiller nos premiers patients, on avait des appareils rustiques, rudimentaires, qui comportaient un compteur horaire. Hop là, pardon. Si j'appuie là-dessus, apparemment j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc un compteur horaire et on avait notre calculatrice à côté pour calculer l'observance des patients. C'est toutes les données qu'on avait. Et puis progressivement, bien sûr, la technologie a avancé. On a eu des appareils avec des cartes mémoire diverses et variées, avec toute une connectique spécifique à chaque fabricant, à chaque appareil. Et on se baladait avec nos trousses de fil, de lecteurs de cartes, etc. Tout ça a bien évolué et on a maintenant des appareils modernes, bourrés d'électronique, qui sont connectés, je dirais, dans les deux sens, c'est-à-dire connectés vers l'extérieur. Bien sûr, on va le voir et ça va être le principal objet de ce topo, vers les sociétés qui prennent en charge ces patients, prestataires, et bien sûr vers les médecins. Et puis appareil sur lequel le patient lui-même peut se connecter grâce à des applications qui lui permettent de prendre en charge directement son traitement. On va voir ça. Donc connecter vers l'extérieur, vers les sites fabricants, prestataires et vers le médecin, c'est tout l'objet du télésuivi qui a été mis en place ces dernières années en France, qui est obligatoire, comme on va le voir, enfin, du moins qui est imposé, si je peux dire, aux prestataires actuellement, mais qui a tout son intérêt, on verra, dans le suivi médical. Alors, en ce qui concerne l'analyse et l'intérêt des données télétransmises par l'appareil, il faut distinguer ce qui est la simple téléobservance, c'est la seule chose réglementairement obligatoire en France actuellement, c'est-à-dire le nombre d'heures d'utilisation de l'appareil. Mais le télésuivi comprend non seulement cette observance quotidienne, mais l'analyse des événements respiratoires résiduels, détermination de l'IH résiduel, l'analyse des fuites et même des niveaux de pression, et on peut de plus en plus consulter également à distance des données de plus en plus détaillées, comme les courbes de débit par exemple. Et la troisième étape, c'est la télémédecine, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir à distance directement sur les réglages des appareils pour modifier par exemple les niveaux de pression, modifier les types de réglages entre pression constante et autopilotée. Ça, c'est de la télémédecine et ça nécessite toute une autre procédure réglementaire. Revenons au télésuivi proprement dit. Donc, les appareils actuellement peuvent être tous connectés. Alors ça, c'est déjà ancien, c'était uniquement par la voie du GPRS, c'est l'exemple ResMed, mais ça existait évidemment chez les autres fabricants. Maintenant, la plupart du temps, les appareils sont connectés par Wi-Fi, par l'intermédiaire de la box du patient, la même box qu'il utilise pour sa liaison Internet, sa télé, son téléphone, etc. Tout cela est évidemment sécurisé. L'hébergement des données est assuré dans des centres sécurisés, indépendants, en France agréés ASIP Santé. Et les fabricants, les prestataires et les médecins peuvent se connecter sur ces différents sites. Bien sûr, tout cela également sécurisé
uniquement pour leurs propres patients et consulter toutes ces données transmises quotidiennement. Alors une chose à préciser aux patients, c'est qu'il ne faut pas qu'ils aient peur des ondes. Ça ne télétransmet pas en permanence, ça télétransmet le matin lorsque le patient est sorti de sa chambre. Pendant quelques dizaines de secondes, les données de la nuit précédente sont télétransmises. Il suffit au patient de laisser son appareil branché. Alors, ces données télétransmises sur les sites fabricants vont être intégrées par les prestataires de façon diverse et les prestataires vont vous rendre des données retraitées, je dirais sous-traitées. Ils ne vont pas vous rendre généralement toutes les données détaillées que l'on va trouver sur les plateformes fabricants, mais l'essentiel, c'est-à-dire les événements résiduels, l'observance donc, et les niveaux de fuite. Par contre, sur les plateformes fabricants, j'ai pris l'exemple ici des deux principaux, mais il y a les autres évidemment qui font la même chose. Donc ResMed, c'est AirView. Philips, maintenant, c'est Care Orchestrator Essence. Ils font à peu près la même chose. Voilà ce qu'on voit si on se connecte sur le site AirView, plateforme fabricant de ResMed. Vous avez votre liste de patients, dont j'ai bien sûr masqué les noms ici, et vous allez tout de suite d'un seul coup d'œil voir si votre patient est observant, parce que chaque case quotidienne est verte. Quand vous avez une case rouge, c'est que vous avez une observance inférieure à 4 heures au cours de la nuit correspondante. Une case vide, c'est que soit le patient a retiré son appareil, soit qu'il y a eu un problème de télétransmission des données, problème technique, problème de voyage dans un lieu pas forcément étranger d'ailleurs, où la connexion ne se fait pas ou se fait mal. En France, la réglementation impose depuis 2017 de fait le télésuivi. Et ce télésuivi, il doit être prescrit par le médecin. Il doit être prescrit sur l'ordonnance initiale de prescription de la PPC, on va y revenir. Le prestataire, lui, doit recueillir le consentement du patient. Et vous voyez que la réglementation impose, bien sûr, au prestataire de transmettre au médecin prescripteur ces données de télésuivi, au minimum les données d'observance, mais on verra que ça ne suffit pas. On pratique bien sûr au suivi régulier d'un patient. Et le prestataire, ça c'est souvent ignoré des patients, alors peut-être heureusement vous me direz, doit mettre à disposition du patient un accès qui lui permet de consulter ses propres données. Donc ça, le patient peut exiger d'avoir accès à ses propres données détaillées. Il faut le savoir. Alors ça a conditionné, alors mon tableau n'est pas à jour, je suis désolé, les prestataires vont me dire, bon, si on était encore à 17 €, t'es gentil, là, mais on n'est plus à 17 €, n'est-ce pas? Mais c'est pour dire que ce télésuivi imposé réglementairement a pour conséquence pour le prestataire de définir le niveau de paiement, de remboursement, de paiement par l'assurance maladie et les mutuelles, et actuellement, le forfait maximum avec télésuivi et bonne observance du patient est aux environs de 15 € si je ne me trompe pas. Hein. Et puis, s'il n'y a pas de télésuivi, eh bien, ce niveau de paiement par les organismes d'assurance maladie et les mutuelles va diminuer et peut chuter jusqu'à 5 € environ en cas de patient non observant et non télésuivi. Alors quel est l'intérêt de ce télésuivi des données? Bien sûr, ça va être de télésuivre, suivre à distance quotidiennement, même si l'on veut, les données d'observance, qui conditionnent, on l'a vu, la prise en charge, les données qui conditionnent l'efficacité du traitement, c'est-à-dire les fuites et l'index d'apnée-hypopnée résiduelle. Donc j'insisterai pas là-dessus parce que vous connaissez bien la nécessité d'avoir un suivi régulier, une bonne observance, d'avoir le moins de fuites possible et d'avoir le moins d'événements respiratoires résiduels. Je voudrais, pour illustrer ça, me centrer sur un problème qui rejoint un petit peu le premier exposé sur les apnées centrales. Quel peut être l'intérêt au quotidien pour un grand nombre de patients de ce télésuivi? Ça a été, l'alerte a été donnée par quelques observations publiées sous forme de cas cliniques qui avaient montré que l'apparition d'une respiration de Cheyne-Stokes d'apnée centrale pouvait être chez certains patients apnéiques obstructifs
classique traité par PPC pouvait être un marqueur précoce de décompensation cardiaque. Et ça a motivé de la part de notre collègue Arnaud Prigent de Rennes, ça a motivé Arnaud pour lancer une étude qui s'appelle étude alerte apnée, qui vient d'être publiée très récemment, pour voir si cette détection de ce type d'événement, apparition d'une respiration périodique, pouvait avoir un intérêt particulier dans le télésuivi des patients. Donc Arnaud avait d'abord publié ce cas clinique en montrant que chez ce patient, à plusieurs reprises était apparu, quand on regarde ces données de télésuivi sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois même, étaient apparus des épisodes d'apnée centrale, des épisodes du moins, ou des nuits où la proportion, le pourcentage de respiration périodique était plus élevé que d'autres, et que cela était corrélé avec l'apparition dans les jours qui suivaient, dans la semaine maximum qui suivait, de phénomènes de décompensation cardiaque qui ont parfois motivé l'hospitalisation, ou de phénomènes à type de troubles du rythme, d'aggravation de sa symptomatologie cardiaque, comme vous le voyez là. Donc Arnaud a lancé cette étude d'alerte apnée, une étude multicentrique, qui a regroupé plus de 550 patients SAOS sévères, tout venant, non sélectionnés, suivis dans sa structure, équipés. Oui, j'ai dit une bêtise, c'est pas une étude multicentrique, il a fait ça dans sa structure de Rennes, ça défile un peu trop vite. Donc, pris en charge par le même prestataire, traité par la même PPC, soit en mode fixe, soit en mode autopiloté. Et voilà. Donc, le circuit est le circuit classique maintenant du télésuivi, c'est-à-dire télétransmission des données vers le serveur sécurisé, suivi quotidienne de ces données de télésuivi, et déclenchement d'une alerte quand on voit apparaître un index d'apnée-hypopnée élevé et quand on voit apparaître une élévation du pourcentage d'apnée centrale et de respiration périodique. Et à partir de là, donc, on déclenchait une consultation spécialisée, programmée, un bilan cardiologique à la recherche de l'apparition d'un événement cardiaque significatif. Donc voilà, l'idée, c'était de voir si dans cette population chez qui on voit apparaître des phénomènes de respiration périodique, est-ce qu'il y avait plus d'événements cardiaques significatifs que dans la population chez qui on ne voit pas apparaître ce type d'événements. Donc événements cardiaques significatifs, je vous rappelle, le diaporama défile sans moi trop vite, désolé. Donc soit survenue aggravation d'une arythmie, soit insuffisance cardiaque qui nécessite au moins une intervention à type de modification thérapeutique. Donc voilà les résultats. C'est sur 481 patients, donc sur les 551, donc sur la grande majorité, n'ont pas été décelés d'épisodes de respiration périodique. Cela, la moitié quand même avait des comorbidités cardiovasculaires, et dans ce groupe, seulement 2% des patients, 8, donc 2%, ont eu des événements cardiaques significatifs. Par contre, dans le groupe où sont apparues une augmentation de la respiration périodique et des apnées centrales, 74 patients, la grande majorité, plus de 80%, avaient des comorbidités cardiovasculaires, et 20% ont eu un événement cardiaque significatif. Donc vous voyez tout l'intérêt de cette détection précoce de ce type d'événement qui nécessite bien sûr la mise en place d'une infrastructure importante avec un véritable télésuivi et suivi quotidien des événements. Donc pour résumer ce télésuivi, on est passé de cette époque
Les plus anciens d'entre nous ont connu où on avait la simple carte SD du patient, on voyait nos patients tous les ans en routine et où ils étaient vus tous les 6 mois par le prestataire, à l'analyse grâce au logiciel adapté des données enregistrées par les appareils. Donc on est passé de ce système à celui donc du télésuivi, qui nous permet d'avoir des données de télésuivi, vous l'avez vu, détaillées, qui sont consultables par tous, c'est-à-dire à la fois par le prestataire et par le médecin, s'il le souhaite, et qui nécessite la mise en place, bien sûr, d'une infrastructure plus importante si on ne veut pas que ce soit qu'il y ait un déclenchement d'alerte inapproprié, que le médecin soit harcelé d'alertes par téléphone, par voie de mail, etc. Tout cela va nécessiter de digérer, si je peux dire, ces nouvelles technologies pour les adapter au mieux dans l'intérêt de tous. Et puis sur la gauche, donc ça fera la transition avec la dernière partie du topo, on va voir que le patient lui-même, bien sûr, peut prendre en charge ses propres données par l'intermédiaire d'applications qu'il peut télécharger sur son téléphone. Donc j'avance là-dessus. Donc ce télésuivi va permettre un meilleur suivi de l'efficacité du traitement avec les 3 éléments essentiels, l'observance, les événements respiratoires résiduels et la gestion des fuites. Mais un certain nombre de questions restent en suspens. Un groupe de travail, juste avant le Covid, regroupant des collègues de la Société de Sommeil SFRMS, de la SPLF, pneumologues, mais aussi des sociétés de cardiologie, de physiologie, etc., se sont réunis, donc toujours sous la houlette d'Arnaud Prigent, qui est le leader de cette thématique, et aussi d'Annie Jeffuen, pour essayer de mettre en place un arbre décisionnel, à voir qu'est-ce qu'on fait de ces données, quels pourraient être les niveaux d'alerte à déclencher et quelles procédures à mettre en place. Donc vérifier le télésuivi selon cet arbre décisionnel donc s'adapte à des périodes de 7 jours par des fenêtres glissantes. On regarde d'abord l'observance. Si elle est à moins de 4 heures par jour, donc on va déclencher d'abord une vérification des fuites et de l'IH, contacter le patient pour essayer de savoir ce qui se passe. Peut-être qu'il est tout simplement en déplacement, en voyage ou dans une zone blanche au niveau connexion Internet. Ensuite, on s'intéressera aux fuites moyennes selon les normes du constructeur pour essayer de déceler ces fuites et de savoir si ce sont des fuites buccales, des fuites par déplacement du masque, etc., et de prendre les mesures adaptées. Et enfin, on s'intéressera aux événements respiratoires résiduels. Le cut-off qui a été choisi ici et qui n'est pas finalisé, c'est celui de l'IH supérieur à 10 par heure. Ça reste discutable, peut-être faut plus, certainement pas moins, mais peut-être plus. Et cette IH résiduelle supérieure à 10 par heure doit déclencher un examen plus détaillé au moins des courbes de débit et regarder, si on peut le savoir, si on a affaire à des événements résiduels de type obstructif ou central, puisque bien sûr les causes ne sont pas les mêmes et les attitudes correctrices ne seront pas les mêmes non plus. Donc cet arbre décisionnel reste à valider complètement. Il y a eu le stop Covid et il a été gelé par toute la période Covid. Donc le télésuivi, si on se résume, devrait permettre une meilleure organisation de la prise en charge, mais la gestion des alertes n'est pas résolue. Il faut un personnel formé, il faut des outils informatiques adaptés. Quel circuit adopter à partir de ces alertes, quand contacter le prescripteur, le médecin, que peut faire le prestataire, que peut-il ne pas faire, et informer aussi le patient, etc. Il y a un tas de questions qui restent en suspens. En tout cas, les perspectives devraient aller vers une uniformisation
une amélioration de la qualité des seuils d'alerte, le développement de seuils personnalisés, et là on compte beaucoup sur l'intelligence artificielle pour analyser toutes ces données qui sont considérables en faisant intervenir le moins de facteurs humains, parce qu'évidemment c'est extrêmement chronophage. Ça devrait permettre une meilleure interaction avec le patient, mais encore une fois, mais là aussi, il n'y a aucune reconnaissance pour le moment en France ni ailleurs de cette nouvelle modalité par l'assurance maladie qui nécessite du personnel et la mise en place de circuits qui sont non seulement chronophages mais qui coûtent. Donc dans une dernière partie, je voudrais aborder la connexion dans l'autre sens, si je peux dire, patient, appareil, patient, comment le patient peut prendre en charge son propre traitement par l'intermédiaire des outils qui sont maintenant à sa disposition. Donc le patient va pouvoir s'impliquer lui-même dans le télésuivi. Enfin, il n'est pas très loin de son appareil, mais c'est quand même du télésuivi, il n'y a pas de connexion directe. Ça se fait par son téléphone, ça va avoir une valeur informative, ça va avoir une valeur éducative, et ça devrait faire partie de l'éducation thérapeutique du patient. Alors chaque fabricant a son application patient. Là c'est MyAir de ResMed. Hop. Donc MyAir, on verra tout de suite après l'exemple de Philips pour ne pas faire de jaloux. Donc MyAir de ResMed permet au patient qui a téléchargé l'application d'avoir accès à ses propres données. Il a un score quotidien en pourcentage qui lui indique si son traitement est bien observé et efficace, ce score dépendant de l'observance, des fuites et de l'index d'apnée résiduelle éventuelle. Ces applications vont lui fournir aussi, s'il le souhaite, la possibilité de consulter des conseils d'accompagnement, des petits tutoriels, des petites vidéos pour utiliser au mieux son appareil, entretenir, régler son masque, etc. Et puis, évidemment, il y a un côté ludique avec des badges qui lui sont attribués, qu'il peut partager sur Facebook si ça l'amuse. Alors, ça n'a pas qu'un côté amusant et ludique. Cette étude américaine, il faut quand même relativiser parce que la prise en charge aux États-Unis est bien différente de la nôtre, vous le savez. Donc sur quand même un nombre important de patients, a montré que l'utilisation conjointe de ce type d'application patient MyAir associée au suivi par l'intermédiaire de la plateforme fabricant AirView, vous voyez, permettait d'augmenter d'1 heure l'observance moyenne de ces patients appareillés. Philips n'est pas en reste, bien sûr, et a sa propre application qui s'appelle DreamMapper, qui fait la même chose, en fait, avec des présentations différentes, mais le patient a le même type de données, c'est-à-dire qu'il peut avoir accès quotidiennement à son observance, à la bonne efficacité de son traitement, puisque là, ça lui donne, vous voyez, sur la droite l'écran, l'index d'apnée hypopnée résiduelle, IAH, le temps d'application la nuit qui précède et le pourcentage de bonne application du masque si je vois bien de loin. Là aussi, il a toute une série de vidéos, de petits tutoriels, etc. qui lui permettent de prendre en charge son traitement et il peut sortir, si ça l'intéresse, ce type de rapport de synthèse le concernant avec l'observance, l'IAH, les fuites, etc. sur une période qu'il a choisie. Donc ce patient connecté, alors j'avoue que on pourra partager nos expériences, qu'il y a encore très peu de patients qui se connectent. Certains le demandent, certains s'informent, mais ça reste une minorité de patients. Alors en résumé, et pour aller vers la conclusion, ces parcours de soins connectés ont bien sûr non seulement des attentes, mais des enjeux immenses. On peut espérer, et j'en suis personnellement convaincu, qu'ils vont favoriser l'accès aux soins et la qualité des soins, qui vont
Bernard va peut-être sauter sur son fauteuil, contribuer, comme dit Marie-Pia Dorto, à l'empouvoirment, qui est un mot, un néologisme qui vient de la traduction de l'anglais empowerment, intraduisible en français, bon, qui veut dire la prise en charge, en fait, l'adhésion du patient à son traitement, l'autonomisation du patient. C'est un peu tout ça dans l'empouvoirment. Mais un mot en plus difficile à prononcer. Donc l'idée, c'est de passer de la simple passivité d'observance passive à une véritable adhésion et prise en charge à son niveau de son propre traitement. Ces données télétransmises sont considérables en volume. Elles permettent déjà des études importantes en vie réelle qui vont nous permettre de mieux connaître nos patients traités, c'est sûr, permettre une meilleure surveillance, une meilleure sécurité, mais tout ça génère des données massives et les simples cerveaux humains, même si les bras humains, même si on les multiplie, ne vont pas suffire et il va falloir à évidence s'aider d'autres technologies comme l'intelligence artificielle pour pouvoir traiter tout ça. Alors reste poser de multiples questions. La sécurité, à mon sens, bien sûr, on peut se faire hacker, on peut se faire pirater toutes ces données. C'est quasi, même si c'est peu probable et très peu fréquent, à ma connaissance, ça n'est pas arrivé encore concernant les PPC, mais ça arrivera bien un jour. Il n'y a pas de sécurité à 100%. La confidentialité, par contre, à mon sens, elle est assurée si on respecte le parcours qui a été défini en France. Après, il peut se poser des questions sur le pertinence, sur l'éthique, c'est-à-dire le flicage, entre guillemets, des patients à distance. La fiabilité, mais je pense que là, c'est la même, la fiabilité des données enregistrées et transmises par la machine, qu'on les consulte directement par la carte mémoire, par le logiciel ou à distance, c'est pareil. Et les intérêts, je vous l'ai dit, ils sont encore à définir. Les cadres légaux sont loin d'être établis encore. Et il faut se méfier, évidemment, des dérives, je dirais, administrativo-économiques que ça pourrait générer. En tout cas, moi, je reste pessimiste. C'est, à mon sens, une révolution en cours à laquelle on ne peut pas échapper et qu'on ne doit pas échapper. On doit utiliser au mieux cet outil en sachant qu'il y a des enjeux majeurs et qu'il faut évaluer, se donner du temps, pas se précipiter, mais pas rejeter d'emblée toutes ces procédures. Il faut prendre le temps de les évaluer, accompagner, canaliser et mettre en place toutes les sécurités nécessaires. Et c'est là-dessus que je conclurai. J'ai emprunté cette dia à Jean-Louis Pépin. Ce qui donne un peu le vertige, c'est toutes ces données, ces big data qui sont déversés via les réseaux, même s'ils sont sécurisés. Alors ça donne le vertige, à mon avis, dans les deux sens, c'est-à-dire que ça donne le vertige positif de meilleure compréhension, meilleure analyse, meilleure information de tous, c'est-à-dire à la fois des médecins et des patients, mais ça donne aussi le vertige dans l'autre sens du Big Brother, pour résumer, qui peut nous surveiller. Je vous remercie. Merci beaucoup, Francis. Tu as récupéré le temps à peu près, grâce à ton galop de jockey. C'est vrai que tous ces problèmes d'intelligence artificielle sont redoutables. Il faut être extrêmement vigilant par rapport à toutes nos données. Et cet empowerment, c'est vrai que la prise de décision du patient est intéressante et on voit beaucoup de gens de plus en plus connectés, surtout chez les jeunes ou les ingénieurs, et qui apprécient beaucoup de pouvoir s'autogérer. Je parlerai peut-être plutôt d'autogestion que de pouvoir personnel, qui est un terme anglais un peu bizarre. Peut-être une question, une remarque ? Vous avez le vertige par rapport à l'intelligence artificielle, je pense que vous avez raison. Mais je pense qu'effectivement, il va falloir gérer ça de façon, justement, avec l'intelligence humaine qui a son recul.
Et on voit bien que ces noyaux d'intelligence artificielle donnent le vertige en finance, puisque à la nanoseconde, on arrive à faire des placements. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que je ne vois pas ce que l'on peut faire comme placement qui va permettre à une société de croître en une nanoseconde. On est plutôt dans le coup de poker et le casino est à côté. Donc il faut éviter effectivement, je pense, dans nos sciences médicales, de perdre ce pouvoir. Et ça, c'est ce pouvoir sur les données. Hein. Et je crois que c'est là le lien. Vous avez d'autres réflexions, peut-être? Il y avait oui. Thibaut qui... Non. Thibaut veut parler. Non. Lui, c'est le côté prestataire. Effectivement, ils sont en face de ces problèmes de gestion de données, dont ils n'ont pas forcément la compétence au plan de l'utilisation, mais vous avez l'obligation de les gérer. Et après, tout le problème juridique va se poser par derrière. Et je ne parle pas du problème de la rémunération de la gestion des données. En Tunisie, comment on peut faire ça? En fait, certains prestataires ont commencé en Tunisie à développer ça, mais il y a un petit blocage au niveau des données personnelles, de la gestion des données personnelles au niveau administratif. Et ça, c'est très important actuellement en Tunisie. Par contre, j'aimerais bien insister sur l'histoire que ces données-là n'empêchent pas que le médecin reste au centre de ces problèmes-là. On a essayé avec certains patients de suivre même de loin. Et en fait, je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais il est vraiment difficile que le patient se prenne en charge comme il faut. Ça devient parfois un outil de stress pour le patient. Et il appelle fréquemment pour dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça peut être le cas chez des patients obsessionnels, je dirais, qui surveillent au quotidien. Mais il y en a certains qui le faisaient déjà avec les simples données affichées sur leur écran. Mais c'est vrai que ça peut générer une angoisse chez certains profils de patients plus obsessionnels. Et je pense, pour élever tout ça, que, à mon avis, ça nous montre que vraiment le traitement par PC, comme d'autres prises en charge médicales, hein, mais spécifiquement là, c'est un trio qui doit fonctionner en harmonie, le patient et sa machine, le prestataire chez nous et le médecin. Et il faut que ce trio se connaisse bien, s'entende bien, communique dans tous les sens. Ce qui n'est pas évident et ce qui est loin d'être résolu actuellement. L'étude, c'est pour ça que je voulais montrer d'Arnaud Prigent, montre que c'est quand même inquiétant quelque part. On ne peut pas négliger l'apparition de phénomènes de respiration de Changes, par exemple, chez certains patients. Donc ça nous pose question, parce que si on ne surveille pas les données télésuivies au quotidien, ou du moins sur des fenêtres qui ne dépassent pas 7 jours, on va passer à côté. Et on va passer à côté de la prévention d'accidents, d'incidents cardiaques sévères. Alors, c'est pas pour les apnées que pour les syndromes d'apnée d'ailleurs. Hein. Même question se pose pour les patients sous ventilation, où c'est pareil, certaines données là sur les variations de fréquence respiratoire ont montré que les variations de fréquence respiratoire pouvaient être annonciatrices d'épisodes de décompensation chez des patients sous VNI, par exemple. Bon. Et avec le risque médico-légal que si on n'a pas pris en compte ces données-là, on est responsable. Voilà, alors ça, c'est les questions actuellement qui se posent. Qui est responsable? Est-ce que c'est le prestataire qui n'aurait pas vu ou pas transmis les données? Est-ce que c'est le médecin, puisque c'est le médecin qui a prescrit ce télésuivi au départ, hein? Ça, c'est la loi française. Et donc, effectivement, c'est ça, pour ça que je disais, c'est pas sans poser de problème à la fois éthique, mais pas qu'éthique, réglementaire et médico-légaux, ça, c'est sûr. Parfait, merci beaucoup, Francis. Et on va libérer la salle et bon congrès.